Bonjour. Je ne sais pas si ceux qui sont venus à la plénière déjà avant, tout le monde est venu à la plénière, non, je ne sais pas. Donc, bienvenue à Masterclass. Donc, on va aller un petit peu plus dans les détails. Ah oui, c'est vrai. On va aller un petit peu plus dans les détails de ce qu'on a évoqué. Hein. Donc, je ne sais pas si ceux qui ne sont pas allés à la plénière, je vais peut-être représenter VNB. Donc, on a une chaîne de caves et bars. En fait, on a l'inventeur du concept cave-bar. Donc, en gros, même dans un même endroit, vous avez une partie caviste classique et un bar d'afterwork qui ferme vers 21h. On a 256 magasins maintenant, c'est vrai qu'on a mis 250 à la plénière, mais entre-temps, ça vous vite. On a 256 magasins sur la France, on en a un au UK, mais bon, c'est essentiellement français. Et on a une vingtaine d'années à peu près. Voilà. Donc, Et pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas à la plénière ce matin, VNB existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, a connu une très très forte accélération. Et ce qui est très intéressant, on a la chance de les accompagner depuis quelques années. Ce qui est très intéressant, c'est que certes, le digital sert cette transformation, mais le cœur de leur succès, il est surtout autour de la convivialité et l'expérience que j'apporte et à mes cavistes franchisés et à mes clients pour faire en sorte qu'ils reviennent, qu'ils soient fidèles. Pendant la plénière, on a évoqué un certain nombre de succès pour mesurer l'impact de ce focus. Et là, ce qu'on vous proposait, peut-être on peut passer au slide suivant, c'était d'évoquer essentiellement Grégory, puisque c'est lui qui pilote tous ces sujets au sein de VNB, un certain nombre de thèmes qui peut-être sont des thèmes auxquels vous êtes confrontés dans vos entreprises, pour mener à bien et de manière efficace, en parallèle, dans un monde qui change, malgré tous les problèmes du quotidien, ce type de projet. Vas-y Grégory, je te laisse avancer. Alors, effectivement, on a isolé plus de 4 thématiques. Alors après, si vous voulez, l'objectif c'est de faire, on parle de convivialité, on va le faire jusqu'au bout. Le but c'est que ça soit interactif aussi. Donc si vous avez un sujet que vous préférez qu'on souligne un petit peu plus, n'hésitez pas à nous le remonter. Effectivement, embarquer l'organisation, c'est surtout sur une organisation qui n'était pas digitale du tout. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans. Il y avait vraiment très peu c'était vraiment naissant au siège et aussi dans les magasins. Parce que c'est là où ça va être un des challenges. Et il y a quelques exemples intéressants à partager. C'est qu'effectivement, nous, on est vraiment, notre baseline, c'est partageur de bons moments. Et cette convivialité, on veut l'assumer jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que la technologie, elle ne sert pas la convivialité. On a toujours une vision un peu froide de la technologie. C'est froid. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye. Et c'est là le vrai challenge chez nous. C'est que justement, ça n'entache pas cette problématique de convivialité. Donc voilà, à peu près, anticiper et planifier. Bon, ça, c'est assez classique. Et savoir effectivement s'entourer. Alors, vous avez, pour ceux qui ont vu la plénière, effectivement, on fait beaucoup d'intégration verticale, donc on fait énormément de choses nous-mêmes. Donc que ce soit le transport, la menuiserie des magasins, c'est fait chez nous. Toutes les technologies qui sont dans le magasin sont faites en interne, jusqu'au TPE qu'on gère nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne loue pas les TPE. C'est nous qui se sourçons directement chez le fournisseur, chez le fabricant, et on gère directement la monétique dessus, avec nos développeurs. Donc on va vraiment très très loin dans cette intégration verticale, malgré tout. Et c'est là, effectivement, c'est ce qu'on fait avec Emakina. Sur certains sujets, notamment le e-commerce et le multicanal au sens large, on s'est fait aider par Emakina qui a travaillé aussi sur des logiques de parcours client, d'expérience de marque. Voilà. Et donc, voilà, mettre au service la technologie, au service de l'expérience et de la convivialité, parce que chez nous, c'est vraiment l'essentiel. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, juste avant de laisser la parole à Grégory, il y a un point qui pour nous est très important. Autant la plénière, c'est du top-down, on a 15 minutes et 0 secondes pour faire passer un message. Là, on est en petit comité, donc vous n'hésitez pas à nous interrompre. S'il y a des choses qu'il dit que vous ne comprenez pas, c'est statistiquement possible, n'hésitez pas à l'arrêter. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on partage. Voilà, ok ? Voilà, donc je vais essayer d'être clair. Voilà, n'hésitez pas à lever la main, on s'interrompra, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai, alors moi j'ai la chance de pouvoir avoir l'IT, la data et le digital dans le même pool. C'est-à-dire que ça aussi, à différence d'autres organisations qui parfois le séparent, où fatalement on dilue la gouvernance aussi. Chez nous, ça nous a permis de faire gagner du temps. Quand je dis un petit peu pour rigoler, c'est la main droite qui demande à la main gauche si elle est d'accord. C'est un petit peu ça. C'est vrai que c'est plus facile, les circuits de décision sont très courts et ça facilite les choses quand on a ces 3 domaines d'activité dans la même équipe, façon de parler. Donc effectivement, ça aide beaucoup.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir des fondateurs qui, eux, pour le coup, ne sont pas du tout technophiles, mais alors pas du tout, mais pour autant qui savent l'importance que ça peut avoir. Donc, lire entre les lignes des gens intelligents, quoi. Donc, qui ont compris effectivement l'enjeu et qui nous ont laissé, moi, ils m'ont dit toute l'attitude sur le sujet. Et ça, c'est un confort énorme et ça permet d'aller très très vite. Et c'est vrai qu'on a, Nicolas pourra avoir son avis extérieur de témoin et acteur de la chose, mais on est allé très vite quand même. C'est vrai qu'en peu de temps, on a réussi à quand même transformer énormément de choses. Et il y a un point sur lequel j'aimerais témoigner, qui est d'ailleurs assez paradoxal, c'est qu'ils vont effectivement vite, ils ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que, encore une fois, ceux d'entre vous qui étaient dans la plénière, vous avez vu qu'il y a une espèce de réelle obsession de comprendre en fait ce qu'attendent leurs audiences et d'essayer de gommer les irritants en permanence. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Et puis ils font plein de choses en parallèle, ce qui nous occasionne pas mal de boulot à leur côté, c'est super. Et ils sont jamais arrêtés. Le fameux Day One d'Amazon, c'est pareil, c'est Day One. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans qu'on est successful, mais c'est pas pour ça qu'on sera successful demain. Et c'est une réalité, c'est assez bluffant. Et c'est vrai que nous, dans nos métiers, le Covid a eu un impact absolument considérable. C'est-à-dire que la partie cave, alors ça nous a permis de rester ouverte pendant le Covid. Donc on avait littéralement des bandeaux entre le milieu des magasins, parce que c'est séparé en deux dans nos magasins. Et effectivement, on avait interdit d'accès aux bars, donc interdiction d'ouvrir. Par contre, la partie cave a été restée ouverte, ce qui a boosté évidemment le digital chez nous sur la partie e-commerce, forcément, le click and collect, etc. On se rappelle avec plus ou moins de bonheur les apéros Skype, dont je ne participe pas plus sur le sujet, mais en tout cas voilà, il y a eu effectivement un rebond au niveau de la cave, malgré tout, voilà, ça a amputé quand même de la moitié du chiffre d'affaires, parce que c'est à peu près la répartition qu'on a sur le bar. Donc il a fallu aussi se renouveler par rapport à l'impact qu'a eu le Covid. Et donc, effectivement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la direction, quand il y a une vraie confiance qui est accordée à la direction, les moyens avec, effectivement, ça va aussi beaucoup plus vite. Alors, ça paraît une porte ouverte, ce que je dis, malheureusement, pour avoir aussi travaillé dans d'autres structures avant, et j'ai vu effectivement à quel point ça pouvait bloquer. Dans la transformation, parce que quand on a la direction et le comité de direction où tout le monde est au diapason, alors ce qui est très bien, c'est que nous, il n'y a pas de politique chez nous. Ça, donc, comme je disais, c'est une vraie aide aussi. Cette côté convivialité, bienveillance, on l'applique vraiment chez nous, dans l'équipe du CODIR jusqu'aux équipes opérationnelles. Il n'y en a pas un tout le monde s'entraide et tout le monde va dans le même sens. Si quelqu'un à la direction dit voilà, on va faire comme ça, tout le monde dit ok, je te suis. Il n'y a pas de débat. On va s'expliquer, on peut réajuster les choses. Mais quand il y a vraiment un vrai pack à la direction, pour le coup, ça ruisselle beaucoup plus vite dans les services. Là encore, ça paraît convenu ce que je dis, mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Chacun défend un peu son périmètre et ça n'avance pas en fait. Et là, effectivement, on a réussi en quelques mois à faire des choses qui pourraient avoir pris plusieurs années sur cette boîte. Juste une question. Les fondateurs sont technophiles, donc c'est clair, c'est très bien. Mais les franchisés, le sont-ils? Comment vous avez accompagné? Le Covid a pu accélérer les choses, bien sûr, mais comment vous avez accompagné? Alors ça, c'est un sujet qui est plus difficile, parce qu'effectivement, là, c'est moins centralisé, on a beaucoup de franchisés, donc on a que 40 intégrés dans le réseau, donc ça veut dire plus de 200 franchisés, 220 bientôt, et effectivement, faut les convaincre, et eux ne sont pas forcément tous technophiles. Et il y en a beaucoup qui le sont parce que, comme tout le monde, on vit dans un monde technologique aujourd'hui, mais dans leur quotidien, pour eux, la technologie va peut-être possiblement entacher l'expérience, la convivialité, etc. Donc effectivement, vas-y. Juste pour la captation, la question c'était comment est-ce que j'embarque les franchisés. L'autre point qui est intéressant, ça a été évoqué, sauf erreur, les créateurs du concept, les fondateurs, sont encore impliqués. Ils sont encore impliqués dans l'opérationnel. Oui. Et malgré ça, on parle de disruption assez importante en fait, du business model et de l'expérience elle-même. Ils ne font pas frein, au contraire. Ils sont capables de prendre du sang neuf, dont tu es, et ils sont capables d'embarquer tout un tas de nouveaux sujets qui n'existaient forcément pas il y a plus de 20 ans. C'est ce qui est assez admirable, parce que quand on a les fondateurs qui sont aux commandes depuis longtemps,
on a souvent une opposition qui est une opposition irrationnelle, simplement parce que c'est leur bébé et que donc beaucoup de prises de décision ne sont pas des prises de décision rationnelles. Oui, c'est ça. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup. C'est vrai que quand on parle de transformation digitale, on parle beaucoup. On a vite tendance à partir dans les outils, dans dire cet outil-là va changer. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'outils chez nous qui nous ont beaucoup aidés, mais effectivement, la vraie réussite, elle se fait vraiment dans l'organisation et dans le circuit de décision. Enfin moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et effectivement, là encore, cette roadmap qu'on a mis, on avait une roadmap à 3 ans, donc on est en train de la dérouler. Elle s'est faite par phase, et là encore, cette logique d'intégration verticale qu'on a fait, là encore, a considérablement accéléré les choses, parce qu'effectivement, là encore, les équipes sont très impliquées techniquement dedans. Donc, et les moyens, là encore, aussi, les fondateurs ont eu le courage de dire on va multiplier par X, je dirais un chiffre parce qu'il est élevé, les budgets, mais de fait, le démultiplicateur de budget est considérable par rapport à avant. On n'en partait pas d'énormément au départ, mais en tout cas, par rapport à une entreprise de notre taille, ils ont eu le courage de très massivement investir d'un seul coup, alors qu'on sortait tout juste à peine où on était presque encore en plein Covid. Donc en plein Covid, et on le dit souvent, les entreprises qui ont le courage d'investir quand ça ne va pas, souvent en rebond, en sortie de crise, se développe. Et c'est ce qui s'est passé en sortie de Covid. On a fait la meilleure année depuis 20 ans. Et il y a peut-être un point sur la roadmap ou même sur comment anticiper. Avant de démarrer, on a probablement une tendance naturelle ou un biais à parler d'outils, à parler de plateformes. Avant tout ça, parce que c'est rarement le sujet, le vrai sujet, c'est de se poser quelques questions sur finalement où est-ce que ça fait mal, qu'est-ce qu'il faut qu'on change et de quoi est-ce qu'on doit se doter pour y arriver. Ça paraît aussi très convenu et une banalité, mais il y a énormément de clients que nous accompagnons pour lesquels finalement on se rend compte que c'est pas clair, ou qu'en tout cas ce n'est pas partagé de manière égale dans l'entreprise. Ici, dans ce cas précis, il y a beaucoup de sujets qui sont traités en parallèle, mais il y a toujours cette obsession de les mettre au service de la convivialité et de se poser en permanence la question, et donc c'est aussi sur ces sujets-là qu'on accompagne Grégory, de où est-ce que ça fait mal, où est-ce qu'on peut s'améliorer, qu'est-ce que nos concurrents peut-être font mieux que nous, qui fait que demain on va devenir moins bon, juste moins bon, et puis à la fin on sera mort, en fait, parce que c'est ça le sujet. Et du coup, une fois qu'on a identifié ça, de quels moyens est-ce qu'on se dote pour le mettre en musique? Et trop souvent, on voit des choix qui sont des choix qui peuvent être drivés par la technologie ou qui peuvent être drivés même parfois par des trucs un peu irrationnels de j'aime pas. Mais le pourquoi on le fait, encore une fois, je sais que ce que je vous dis paraît évident. Dans la vraie vie, on le voit trop peu. Et le fait d'arriver à aligner une organisation autour de ce que pourrait être le contrat que je passe avec un caviste pour lui donner envie de faire grossir le réseau et surtout de réussir avec moi, ou le contrat que je passe avec un consommateur ou un client qui fait qu'il va revenir parce qu'il est bien, parce qu'il passe un moment de convivialité, ça, si c'est compris par toutes les équipes, de la logistique au digital, en passant par les personnes qui sont en contact avec les consommateurs, il y a beaucoup de jolies choses qui se passent à ce moment-là. Et notre expérience, en accompagnant des clients et des entreprises dans des domaines très différents, c'est que c'est trop peu souvent partagé en amont des projets. Parce que dans le projet, c'est déjà trop tard, en fait. Je veux dire, si on est tout à fait honnête, pourquoi ? Parce que les gens qui vont donner vie à cette expérience, qui va faire in fine que la marque est forte, ces gens-là, ils ont besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'ils le font. Et trop souvent, ils ne sont pas alignés. Juste avant de rentrer dans cette salle, j'ai croisé quelqu'un qui accompagne beaucoup d'entreprises dans l'univers du retail. Et il m'expliquait aujourd'hui, en discutant avec un certain nombre de ses clients, c'est des marques qu'on connaît tous, c'est des enseignes, des groupes qu'on connaît tous. C'est pas très clair pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, s'ils sont commerçants, s'ils sont distributeurs. Et le problème, c'est que si c'est pas clair, la façon dont vous allez accueillir vos clients ou vos consommateurs en point de vente, ça ne doit pas du tout être la même. Parce que quand vous rentrez dans un point de vente pour très très vite en sortir, parce que vous savez que vous allez acheter une référence que vous connaissez déjà, c'est pas tout à fait la même chose que quand vous rentrez pour avoir du conseil. Quand je rentre dans une cave et que je veux offrir une bouteille de whisky à quelqu'un, même si j'aime ça, j'ai envie de pouvoir discuter avec quelqu'un qui va probablement me faire découvrir autre chose ou qui va me guider dans mon choix. Si je veux acheter une bouteille que je connais, et en fait ce qui va me driver c'est le prix et la disponibilité, la dernière chose dont j'ai envie c'est que quelqu'un me parle. Je veux rentrer et sortir très très vite et faire une transaction. Et en fait ça,
c'est une des clés du succès d'énormément de projets. Les outils sont rarement un problème. Alors je dis ça, je vois que certaines personnes vont faire la gueule dans la salle, mais la réalité, c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut en parler. En fait, sur la partie communication, on l'a vu, et pour rebondir sur la question des franchisés tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte, pas plus tard qu'hier encore, on avait une réunion en région avec des franchisés, où quand on discute, et c'est là le problème quand on devient gros, c'est que la communication et les messages, parfois pour des gens qui ne sont pas technophiles, ils ont du mal à comprendre. Et quand on prend le temps d'expliquer, d'un seul coup, on voit l'illumination dans les gens, qui eux n'y croyaient même pas, voire même étaient frontalement contre les projets, d'un seul coup, ça se voit dans les yeux, une illumination. Et là, ça y est, ça connecte et on dit « Ah mais oui, c'est génial !» Et d'un seul coup, on le transforme en avocat du projet ou de cette transformation parce qu'il a compris. Et donc, pour des gens qui ne sont pas forcément technophiles, l'effort de pédagogie, il est absolument considérable. Et le gain en termes de déblocage de projet, il est phénoménal. Surtout pour des gens qui ne le sont pas. Et c'est vrai que c'est assez marquant de voir ce changement. Alors comment on mesure la convivialité, c'est difficile. En réalité, c'est quasiment impossible. Alors on le mesure souvent et on le voit bien au succès. Alors j'évoquais, je crois que c'est en plénière, je l'avais évoqué, le succès de certains magasins, parfois dans des petites villes, où en fait le VNB, et le magasin incarnent un tel lieu de vie important et qu'on voit au niveau des résultats chiffrés du magasin. En général, le chiffre d'affaires montre qu'il y a des gens dans le bar et dans le magasin, ça c'est clair. Mais effectivement, il suffit de rentrer et de sentir l'ambiance. Et on le voit, on a fait parfois là encore, c'est pas par fierté mal placée. On a fait le tour chez certains de nos concurrents et parfois dans des zones où ils sont très proches de nous, quelques dizaines ou centaines de mètres. Et quand on les enchaîne et qu'on finit par le nôtre, ou qu'on commence, peu importe, on se rend compte qu'il y a quand même une ambiance différente. Et c'est vrai que il faut vivre la chose. Alors tous les VNB ne sont pas comme ça, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte justement que ce soit le cas partout, d'où le recrutement des franchisés, comme je le disais en plénière, qui est très important parce qu'ils doivent incarner ça. Et on peut pas promettre, parce que là on parlait d'expérience, on en parle beaucoup avec Makina, expérience projetée, expérience vécue. Et effectivement, si on projette quelque chose et que derrière on nous dit on est le roi de la convivialité, qu'on arrive, on ressent pas. Alors après ça dépend des périodes, c'est le principe des bars aussi. Vous allez lundi soir à 5h, il y aura moins de monde qu'un samedi soir à la même heure. Ça c'est normal. Mais je veux dire, l'accueil doit être le même. Et du coup, concernant les franchisés, outre le recrutement des bonnes personnes, la bonne mentalité, est-ce que vous avez une manière de dupliquer finalement la création de cette expérience-là pour eux, une sorte de recette à suivre Oui. Et comment vous faites ça du coup? Alors oui, je reformule pour la vidéo. Comment on duplique justement cette formule du recrutement et du franchisé? Alors pour être simple déjà, c'est le DG et d'autres personnes, directeurs de la franchise, qui font toujours le recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, ça déjà, c'est quelque chose que la direction gère. C'est-à-dire qu'en fait, chaque recrutement, il est validé, enfin, même les entretiens sont faits d'ailleurs même par la DG. Donc c'est vrai que ça déjà, c'est un gage d'engagement. On parlait justement d'engagement de la direction, parce qu'on ne peut pas accepter que la personne qui rentre chez nous n'incarne pas ces valeurs-là. Et on va très loin. On prenait l'exemple du festival de musique. Quand on a certains grands artistes, vous verrez le line-up si vous allez sur le site internet, mais qui parfois font des festivals depuis des années, nous disent c'est un des meilleurs festivals de ma carrière. Alors que nous, on est amateurs, on arrive là-dedans, ça fait bizarre. Mais parce qu'en fait, on a incarné ces valeurs jusqu'au bout dans tous les projets qu'on fait. On se rend compte que ça paye parce qu'on ne se ment ni à soi-même, ni à nos clients, ou ni à nos festivaliers, par exemple, pour les gens qui viennent. Et dans la transformation digitale de VNB, c'est la même chose. En fait, on disait, il faut que la promesse et qu'on ne trahisse pas nos valeurs là-dedans. Donc, je donne un exemple, par exemple, pour les caisses. On a parfois certains bars qui sont assez grands, presque large comme la salle pour certains. Et effectivement, quand vous avez du matériel qui est un petit peu compliqué à aller chercher, il faut aller chercher le TPE ici, puis on retourne à la caisse ici, puis après il faut aller rechercher parce que le bec pour servir la bière il est là ou le frigo il est derrière. Bon, au-delà des kilomètres que font nos salariés, le client lui reste là, puis on le laisse dans un coin.
Alors, forcément, je schématise un petit peu à l'extrême. Donc là, on est passé à des modèles, alors il n'y a que 25 magasins, parce que le rollout démarre seulement, qui ont ce nouveau système. On a créé un système de caisse avec des petits terminaux TPE Android. Et en fait, ils n'ont plus que ce petit terminal, ce qui fait qu'au-delà de pouvoir encaisser beaucoup plus vite, on passe d'une petite minute à quasiment moins de 10 secondes, on reste en contact. Alors il y a la problématique de l'écran, on en parle, comment on gère, parce qu'on a un écran entre les deux, mais c'est déjà le cas pour une caisse un peu classique. Mais effectivement, grâce à ça, on n'a pas besoin d'aller courir, on reste en contact avec son client et c'est déjà un peu plus humain. Donc c'est là où on se dit, oui effectivement, c'est la différence entre qu'est-ce qu'on va faire, on va prendre le même principe, les caisses comme avant qu'on va booster à je ne sais quelle technologie supplémentaire, ou avec je ne sais quel outil supplémentaire, sauf que la base du problème, elle n'est pas là si on remonte un petit peu. C'est que les personnes, elles quittent son client en permanence. Donc ça, la technologie l'a apporté, mais parce qu'on a essayé de la réfléchir dans un sens où la finalité, c'est la convivialité. Alors que si on était resté que sur la technologie, on va dire, oui, la caisse, elle est beaucoup plus performante, il y a plus d'options, il y a plus de fonctionnalités, ça sait faire ça. Oui, d'accord, mais en quoi ça va servir le client, ça ne sert à... Voilà, et c'est là, c'est un petit exemple que je donne, mais qui est un des plus flagrants. Et on est dans la même logique pour l'omnicanalité qu'on met en place vraiment tranquillement, parce que là c'est un projet qui est gigantesque, c'est là où on se fait aider avec Emakina. Mais il y a ce sujet-là, c'est pareil pour l'expérience en magasin et online. On a un vrai challenge à essayer de retrouver cette patte VNB online dans le futur site. Alors c'est pas l'actuel que vous pouvez voir, mais dans le futur site, c'est assez compliqué. C'est un vrai challenge sur ce sujet. Et je pense que on va prendre votre question, et pour répondre à votre question, quelque chose qui nous bluffe vu de l'extérieur, c'est que ils sont très centrés. Ils sont centrés sur eux-mêmes, ils savent où est leur axe. On a pris l'exemple en plénière de finalement fermer plus tôt et donc renoncer potentiellement à du chiffre d'affaires, mais parce qu'on sait que ouvrir plus tard, c'est finalement trahir ce concept de convivialité. Si vous ouvrez jusqu'à 11h, vous n'avez plus de maman avec des poussettes. C'est pas vrai, ça. Et aujourd'hui, il y en a. Et donc, je préfère laisser un peu de chiffre d'affaires sur la table, mais finalement pour être très fidèle à mon expérience. Parce que je la comprends, je suis convaincu que c'est ce que je dois faire, et donc je le fais. Le fait de systématiquement valider les recrutements de franchisés par la direction, c'est aussi mettre un frein au développement du réseau. Parce que par définition, c'est pas scalable. Mais est-ce qu'il vaut mieux aller vite et du coup trahir ou diluer l'expérience, ou est-ce qu'il faut au contraire garder une expérience forte et ouvrir malgré tout un point de vente toutes les 2 semaines ? Et c'est là où effectivement on a matérialisé en termes d'expérience, que c'est devenu un emblème de l'entreprise, c'est la fameuse cloche. En fait, à H-30 minutes, on va dire H-1 heure, mais on a un premier son de cloche, un gong de cloche. Là, ça veut dire vous avez encore une conso et après c'est fini. Deuxième son de cloche, on ferme tout. C'est-à-dire que devant le client, on éteint les frigos. Donc volontairement, on leur dit c'est fini. Alors on pourrait dire voilà, c'est anticonvivial, mais non, justement, c'est de bien faire comprendre que les bonnes choses ont une fin et que nous, dans notre concept, on n'accepte pas d'aller plus tard. Alors quand il y a des soirées, on va jusqu'à 23h, d'ailleurs pas plus tard. On a une autre chaîne dans le groupe de bars qui ne fait que du bar de nuit. Petite chaîne, on n'a que 10 entités. Mais effectivement, cela c'est encore un autre sujet. Mais pour les VNB, c'est ça, on incarne ça par cette cloche parce que c'est voilà alors forcément ça déçoit les gens, ils disent je serais bien resté, mais en même temps voilà, si on veut conserver ça, il faut qu'on aille au bout du concept. Et c'est le cas pour tout ce qu'on va élaborer. On est en train de travailler sur plein d'outils technologiques, digitaux, pour l'animation des magasins, qui sortiront pas tout de suite, parce qu'on a beaucoup de travail, mais dessus, mais là encore, toujours dans cette logique de garder l'ADN absolument, et cette âme dans l'entreprise et dans les magasins. Vous aviez une question ? Une question par rapport à toute cette technologie, tous ces outils qui arrivent, comment ça impacte vos critères de recrutement ? Donc, ces profils qui internent un peu la main. Pour les franchisés ou pour les franchisés notamment, oui, alors ça rentre en ligne de compte. Alors on a aussi construit un pool de tests. On a un comité technologique de magasins qui là pour le coup qu'on a choisi parce que c'est des gens qui étaient compétents dans leur métier, mais en plus qui avaient un sens un petit peu plus affûté de la technologie, qui eux valident chaque projet qu'on déploie dans le réseau avant qu'on le déploie justement. C'est-à-dire et on prototype avec eux et on fait des allers-retours, notamment sur la petite caisse tactile. On a fait plusieurs dizaines de patchs avant de faire un rollout
dans le reste du réseau. Et et donc effectivement, on sait que dans le recrutement, on ne pourra pas avoir que des gens qui sont férus de technologie, et je suppose qu'on leur demande d'ailleurs, mais effectivement, on a ce comité qui nous permet de pallier un petit peu à ça. Et après, pour les autres, ça va tout seul, parce qu'effectivement, on a souvent des franchisants qui sont assez jeunes aussi, donc quand même plus exposés nativement, presque pour certains. S'il y en a qui sont très jeunes, à la technologie. Donc, de facto, souvent, quand on recrute des plus jeunes, sont un petit peu plus orientés à ça. Mais à l'inverse, effectivement, on a des gens qui, comme on disait, avec la pédagogie, avec cette envie et cette passion qu'on montre à leur expliquer que le futur passera aussi par le digital, par la technologie, on arrive à les embarquer. Là encore, le faire sincèrement. Quand on parle l'envie, c'est un mot qu'on utilise beaucoup chez nous. Hein. Les gens, quand ils voient l'envie avec laquelle on a justement de transformer naturellement, ils suivent en fait parce qu'ils ont compris aussi le message. Et je vais peut-être partager, on prendra votre question, je vais peut-être partager juste une anecdote par rapport à l'envie et le fait d'embarquer. C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais quand vous êtes un partenaire, voire même un prestataire, donc vous accompagnez une entreprise avec des ressources de nature différente, dans notre cas, sur des sujets assez larges. Comment est-ce que vous arrivez à donner ça, à transmettre ça, à partager ça avec les équipes pour qu'elles comprennent ce qu'elles font, pour leur donner du sens? En fait, quand on a démarré un certain nombre de chantiers, on est allé à Château-Gontier et avec des développeurs, avec des gens qui généralement parlent plus à un écran qu'à un être humain, mais à la fin, ce qu'ils font doit se mettre au service de la convivialité. On a visité les entrepôts, on a visité les usines, on a visité le siège, on a parlé avec des gens, on est allé dans un certain nombre de caves, de bars, ça c'était aussi assez intéressant. Mais ce qui est super important, c'est que maintenant, les équipes qui sont impliquées sur ce projet, certes, elles ne travaillent pas chez VNB, mais en tout cas, elles comprennent quels sont les enjeux, beaucoup mieux. C'est plus du tout théorique pour elles, c'est très concret. Et je pense que ne pas faire ça, c'est aussi d'une certaine façon se mentir, parce qu'on n'est pas en train de faire un truc transactionnel. Comme le dit Grégory, on a un vrai sujet de rendre un digital qui est naturellement froid au service d'un concept qui est tout sauf froid, qui est la convivialité. Et donc on a un certain nombre de challenges, qui peuvent être des challenges techniques de par la complexité de leur offre, et qui peuvent être des challenges purement de storytelling, de content et d'orchestration de l'information et des parcours, pour que justement cette expérience qu'on vit dans le monde réel, on puisse d'une certaine façon la vivre aussi, l'aide au choix par exemple, au travers du digital. Il y avait une question. Vous avez beaucoup souligné qu'il y avait de l'intérêt pour vous de beaucoup internaliser, alors que la plupart des entreprises voient souvent le fait d'externaliser comme une possibilité de faire appel à des partenaires ou des prestataires qui sont experts dans leur domaine. Du coup, comment vous gérez le challenge de devoir atteindre et maintenir un certain nombre d'expertise dans plein de domaines différents? Alors c'est une très bonne question. Ah oui, la question c'est comment on arrive effectivement à maintenir ce niveau d'expertise quand on internalise dans la durée. Alors c'est un vrai challenge parce que effectivement ça implique aussi une grosse rétention en termes de salariés. C'est-à-dire que le turnover forcément est un vrai problème quand on internalise, c'est qu'effectivement on perd des compétences et on peut pas forcément les trouver comme ça. Donc on a une vraie culture d'entreprise qui fait qu'on a des gens qui sont là parfois depuis le début. Et on a heureusement justement un turnover assez faible chez nous, parce qu'on a vraiment une forte culture d'entreprise. On a sorti un livre d'ailleurs qui est dispo sur Amazon qui s'appelle Croire que tout est possible, qui est la devise du groupe. Vous pouvez trouver sur Amazon qui décrit justement toute la façon dont on travaille en interne. Mais aujourd'hui, ça passe par la formation, ça passe par exemple la rétention des salariés, hein, leur donner envie de rester. Et la transmission en fait. Donc on arrive à garder ses compétences. Et puis après c'est avec l'expérience aussi. Hein, c'est un droit à l'erreur aussi. Hein, on le cultive beaucoup chez nous. Et des gens qui ne sont parfois, on parlait du FEST. Hein, c'est encore un bon exemple. Le directeur du FEST n'est pas du tout de ce métier-là. Travaillait à la logistique chez nous avant, donc c'est pas du tout. Donc, alors il faisait ça de façon associative à côté, donc il n'était pas non plus totalement nouveau, mais malgré tout à une petite échelle. Et c'est vrai que là encore, la confiance et le fait de se dire on va apprendre. Et on va apprendre à faire des erreurs. Et alors qu'effectivement, parfois, quand on a une relation, on parlait un peu de transactionnel avec
de la sous-traitance, bah, l'erreur, elle est contractualisée presque, en fait. C'est-à-dire, pas le droit à l'erreur. Et donc, de ce fait, là encore, on revient sur la partie humaine des choses, où ces compétences, cette pérennisation des compétences et des équipes fait qu'on arrive à maintenir un très bon niveau d'expertise. Transport aussi, c'est un très bon exemple. On est très très fort sur la logistique parce qu'on a des gens qui sont là depuis le début, qui maîtrisent parfaitement cette science du transport et de la logistique. D'autres questions? C'est bon? Ok. De toute façon, je crois qu'on est... Ouais. On est bon, je crois qu'on a fait la demi-heure. Voilà, ben merci à tous. Puis après, on est encore disponible sur le salon. Merci.